Vous savez, surtout Amérique, il y a beaucoup de choses faites à partir de rien, ce qui me concerne. Quelque chose ronge MC Jagger depuis des années et il ne pouvait plus se taire. Derrière les victoires aux Grammy Awards et les tournées à guichets fermés, il y a une vérité qu'il a cachée. La chirurgie cardiaque n'était pas sa seule crise médicale. Sa famille a essayé de l'empêcher de parler, mais il l'a fait quand même. Ce qu'il a révélé sur Keith Richards détruira leur amitié pour toujours. Et la vraie raison de la mort de Charlie Watts n'a rien à voir avec ce qu'ils nous ont dit. À 81 ans, Jagger est enfin prêt à tout brûler. Les Rolling Stones pourraient ne jamais se remettre. Mick Jagger est né le 26 juillet 1943 à Dartford, dans le Kent. Son père, Joe Jagger, était professeur d'éducation physique et gardait toujours un sifflet accroché à la porte de la petite chambre à coucher au 15 Dartford Road. C'est là que Mick est né à 8h15 du matin alors que des bombes V1 survolaient. Les sirènes sonnaient encore ce jour-là. Sa mère, Eva, plaisantait autrefois, disant qu'au lieu d'une berceuse, Mick est entré dans le monde au son d'une alerte aérienne. Elle était coiffeuse et soutenait l'association conservatrice locale. La vie était stricte mais aimante. Joe mesurait chaque mouvement de Mick comme un sergent instructeur. Il existe des notes familiales montrant bébé Mick rampant sur un tapis un peu plus de 6 secondes et faisant une roulade avant d'avoir 1 an. La nourriture était rationnée. Il n'avait droit qu'à 8 onces de sucre par semaine. Alors, Eva lui donnait plutôt des bananes écrasées. 1949, Joe a aidé à organiser une exposition de basketball dans le Kent pour les soldats américains, ce qui était rare Grande-Bretagne à l'époque. La routine familiale était ordonnée. L'église. Le dimanche, des shorts parfaitement repassés, des leçons d'élocution. Tout dans leur vie à la maison était soigné, rangé et traditionnel. Cela a rendu la vie sauvage de Mick sur scène dans les années suivantes encore plus surprenante. 1948, Mick a rencontré un garçon nommé Keith Richards à Wentworth Primary School. Il n'avait que 4 ans. Leurs noms étaient l'un au-dessus de l'autre sur la liste de classe. Assis dans la classe d'accueil de Miss Goodsell, Keith avait volé des billes rouges dans la boutique de son grand-père. Mick lui a offert un morceau de chewing-gum américain échange. C'est ainsi que leur amitié a commencé. À Noël, ils ont joué ensemble dans la crèche de l'école. Mick a chanté Little Donkey tandis que Keith jouait d'un tambour-jouet. Un journal local a même mentionné leur rythme. Mais 1954, la famille Soysas de Mick a déménagé à 3 miles de là, à Wilmington, et les garçons ont perdu contact. Puis, un jour au hasard, le 17 octobre 1961, ils se sont tous les deux présentés à Dartford St. Mick, tenaient 2 rares disques de blues américains. Keith l'a vu et a posé des questions sur les albums. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 7 ans, mais cette rencontre a tout relancé. Tous les deux adoraient la musique blues. Ils sont restés là à parler, manquant 2 trains de suite. Keith a dit plus tard que les chances de cette réunion étaient de 1 sur 100 millions. Seulement 21% des élèves ont réussi l'examen 11 plus 1954. Mick l'a fait facilement, obtenant 87% mathématiques et 92 raisonnement verbal. Il a rejoint Dartford Grammar School et est devenu le chef de la Westgate House. Il a obtenu un A latin et a dirigé l'équipe de cross-country. Mais son cœur était ailleurs. Il était obsédé par le blues américain et le RB. Il échangeait de la nourriture avec des aviateurs américains pour obtenir des disques importés avant qu'ils n'arrivent dans les magasins. Un jour, 1956, il a apporté un disque de Muddy Waters à l'école et a expliqué le rythme à ses camarades de classe. 1959, il éditait le magazine de l'école et y insérait des critiques d'albums de blues douce. Il a même déguisé une critique de disque de Bo Diddley, un essai sur la musique spirituelle. Le directeur ne l'a pas trouvé amusant. Il a confisqué le tourne-disque de l'école plus d'une fois. Mais toute cette concentration profonde, toute cette analyse aiderait plus tard Mick à négocier des contrats de disques avec une précision laser. À 17 ans, Mick a formé son premier groupe.
Cela s'était passé le 12 mars 1960 à 19h45 dans le salon de Dick Taylor. Mick a apporté un harmonica et un carnet rempli de chansons intitulées Répertoire Chicago Style. Leur petit groupe comprenait Mick, Heath, Dick et Bob Beckwith à la basse fête maison. 8 amis sont venus les voir jouer. La répétition a été enregistrée et cette cassette existe toujours à la British Library. Quelques semaines plus tard, ils se sont produits à l'Ealing Coronation Club et ont été payés 3 guinées. Mick a gardé l'argent dans un bocal étiqueté Chess Fund. Même à ce stade précoce, ils interprétaient des chansons comme I Just Want to Make Love to You, bien qu'aucun d'entre eux n'ait encore de petites amies sérieuses. Un journal local les a qualifiés d'enfants bruyants, essayant de copier la musique noire. 4 ans plus tard, les critiques les qualifieraient de groupe live le plus dangereux de Grande-Bretagne. Mick a été accepté à la London School of Economics 1960. Il était censé étudier la comptabilité et la finance. Ses frais de scolarité étaient de 50 $ par trimestre et il vivait à Connaught Hall. Dès son premier jour, il a assisté à une conférence de James Meade, qui remporterait plus tard un prix Nobel. Mais Mick griffonnait des guitares dans son cahier. Seulement 12 semaines, il a séché 28 cours sur 45. Au lieu de cela, il passait son temps dans des clubs comme Ealing Jazz et le Marquis. Il portait même un microphone dans sa mallette, à côté de son exemplaire de The Economist. Il s'entraînait à chanter dans les toilettes publiques à cause de l'écho. Il a écrit une fois à son tuteur pour lui demander de ne pas passer les examens parce que son groupe avait réservé 6 spectacles. L'université a rejeté sa demande. Il a abandonné ses études à l'été 1962, mais le temps qu'il a passé à apprendre l'économie n'a pas été gaspillé. Des années plus tard, il a utilisé ses connaissances pour conclure des accords rentables qui ont stupéfié même les promoteurs les plus coriaces. Ce matin célèbre à la gare de Dartford s'est produit le 17 octobre 1961. Mick avait 18 ans et tenait 2 disques de blues américains quand Keith l'a aperçu. Keith avait sa guitare avec lui. Ils ne s'étaient pas vus depuis l'école primaire. Ils sont restés là à parler de musique, de magasins et de disques. Si Mick avait dormi quelques minutes de plus, il aurait pu rater ce train. Et peut-être que les Rolling Stones ne se seraient jamais produits. À cette époque, Mick avait 150 disques importés. Keith pouvait déjà jouer des licks de guitare compliqués. Ils ont convenu de se revoir ce week-end. Cette rencontre a été l'étincelle qui a changé leur vie et l'histoire de la musique. Le 7 avril 1962, Mick et Keith sont allés à l'Ealing Club pour voir le groupe d'Alexi Corner. Mais ce qui les a vraiment époustouflés, c'est un guitariste blond utilisant le nom d'Elmo Lewis. Son vrai nom était Brian Jones. Il portait un blazer rayé et jouait de la guitare slide comme personne d'autre qu'il n'avait entendu. Keith a dit que c'était la première fois qu'il entendait du vrai Delta Blues direct. Mick a écrit dans son cahier « Joue comme James ». Brian pouvait même citer les numéros de catalogue de disques de mémoire. Après le spectacle, ils lui ont parlé à la gare. Brian a dit qu'il était sans abri et qu'il dormait sur le sol. Il avait quitté Shellynham et faisait la manche pour survivre. Mick et Keith ont été impressionnés. Ce soir-là, ils savaient qu'ils avaient tout trouvé quelqu'un de spécial. Mais 1962, Mick essayait toujours d'équilibrer les cours d'économie avec des concerts de fin de soirée. Ses journées commençaient à l'aube et se terminaient souvent après minuit. Il a chanté avec Blues Incorporated et a été payé 3 guinées par set. C'était plus que ce qu'il pouvait gagner travaillant chez Tesco. Un soir, lors d'une émission de la BBC, sa voix a attiré l'attention d'un producteur qui a écrit « Trouvez un contrat à ce garçon ». Mais à l'école, les choses n'allaient pas bien. Ses notes baissaient et ses professeurs l'ont remarqué. Le New Musical Express l'a appelé la réponse de Londres à Howland Wolf. Pourtant, il devait encore se faufiler silencieusement dans la maison de ses parents pour qu'il ne sente pas la fumée de cigarettes sur ses vêtements. Les Rolling Stones ont officiellement commencé le 12 juillet 1962. C'est à ce moment-là qu'ils ont donné leur premier concert au Marquis Club. Ils ont été payés 20 $. La formation comprenait Mick, Keith,
Brian, Dick Taylor, Ian Stewart et un batteur emprunté. Ils ont dû transporter leur équipement par l'issue de secours parce que la porte de la scène ne s'ouvrait pas. Leur set comprenait des chansons comme Kansas City et Got Love If You Want et Sausage. Mick les a présentés comme un groupe de petites pierres roulant à travers le pays. Il n'y avait que 48 personnes dans la foule et le club a fait perdu de l'argent. Mais cette nuit est maintenant légendaire. Depuis lors, les Stones ont gagné plus de 2 milliards de dollars grâce aux tournées seulement. Lorsque les résultats de fin de trimestre ont été affichés le 27 juillet 1962, Mick avait réussi ses 5 cours de première année. Il s'est classé 7e sur 31 élèves. C'était suffisant pour lui décrocher un futur emploi chez Shell Oil, payant 100 $ par an. Mais le 3 août, il a remis une courte lettre disant qu'il partait pour la musique. Son père, qui gagnait 720 $ par an, ne lui a pas parlé pendant 3 semaines. Sa mère a pleuré. L'économie était mauvaise et les emplois difficiles à obtenir, mais Mick avait fait le calcul. Si le groupe jouait 4 concerts par semaine, il pourrait gagner 13 $ après les dépenses. C'était presque le double de ce qu'un économiste débutant gagnait une journée. Pourtant, rien n'était garanti. Lorsque Brian a manqué un paiement, leur fourgonnette a été reprise. Ils ont dû transporter des amplis dans le métro. Dans une interview 1985, Mick a dit qu'il aurait pu écrire une thèse sur la crise de l'étalon or. Juin 1964, les Rolling Stones se sont précipités dans un petit studio à Londres et ont enregistré une chanson qu'ils connaissaient à peine. Heath Richards était encore train d'apprendre la partie de guitare lorsqu'ils ont commencé à enregistrer. Leur manager avait repéré un single soul d'Irma Thomas dans un magasin de Los Angeles et les a poussés à l'essayer. Quelques mois plus tard, le 25 septembre, Time Is On My Side est sorti aux États-Unis. Quelques semaines, il a grimpé à la 6e place des charts Billboard. Les stations de radio qui traitaient autrefois les Stones comme des outsiders bruyants ont soudainement changé de ton. Une station à New York a reçu 4500 demandes téléphoniques une seule journée. Cette vague d'intérêt les a fait atterrir sur American Bandstand. Le chant lâche et traînant de MC Jagger et le son grinçant du groupe ont donné aux adolescents américains quelque chose de brut et de nouveau. Ce n'était pas aussi lisse que les Beatles, c'était brut et émotionnel. Le single a également aidé leur album américain 12 à 5 à devenir disque d'or avant même qu'ils aient fait une tournée dans le pays. Soudain, les reprises de blues n'étaient plus seulement underground. Elles étaient du matériel de hit parade. Quelques mois plus tard, quelque chose a changé. Janvier 1965, le groupe était à Hollywood Train d'enregistrer Late Into the Night. Cette fois, c'était leur propre chanson. La dernière fois, ce n'était pas une reprise. Elle était créditée uniquement à Jagger et Richards. Sortie février, elle a atteint la première place au Royaume-Uni mars et y est restée pendant 3 semaines. Elle a marqué le moment où les fans britanniques voulaient la propre voix des Stones, pas des sons empruntés. La phase B, Play with Fire, a été enregistrée à 3h du matin à Los Angeles avec Phil Spector à la basse. Les 2 titres ont montré que le groupe avait trouvé son avantage. Decca Records a fait 250 000 exemplaires 2 semaines, mais les magasins étaient encore rupture de stock à l'heure du déjeuner. Les critiques l'ont remarqué. Même les DJs américains, qui les avaient autrefois rejetés, ont commencé à y prêter attention. Lorsqu'ils ont lancé leur tournée de mars à Belfast, les fans ont crié le refrain pendant 2 minutes avant même que le groupe ne puisse commencer. La presse a trouvé un nouveau titre, Beatles. Prenez garde. Les Stones savent écrire. 2 mois plus tard, Keith Richards s'est réveillé à 3h du matin dans une chambre d'hôtel Floride. À moitié endormi, il a pris son enregistreur à cassette et a joué une ligne de guitare floue pendant 30 secondes. Puis il s'est rendormi. Cette idée brute est devenue le crochet de l'une des plus grandes chansons de l'histoire du rock. 3 jours plus tard, Jagger a écrit les paroles conduisant sur une autoroute.
Le 12 mai 1965, ils ont enregistré Satisfaction à Hollywood. Keith a insisté pour utiliser une nouvelle fuzz box pour obtenir le son de guitare distordu parfait. Le single est sorti aux États-Unis le 5 juin. Le 10 juillet, il était numéro 1. Il y est resté pendant 4 semaines et s'est vendu à un demi-million d'exemplaires chaque semaine. Au Royaume-Uni, il a été interdit à la radio de jour parce qu'il était trop suggestif. Pourtant, lorsqu'il est sorti le 20 août, il est passé directement à la première place. Le magazine Time l'a qualifié de menace pour les parents du monde entier. À Paris, plus de 180 adolescents ont été cités pour émeute juste entendant le riff lors d'une balance. La Bibliothèque du Congrès l'a ensuite ajouté à son registre national, le qualifiant de tournant. Ce n'était pas seulement un succès, c'était une éruption culturelle. Mais ce n'était pas seulement la musique. Mick Jagger a terrifié la bonne société. Mars 1964, il est monté sur une scène londonienne, portant un pantalon à carreaux moulants. La presse ne savait pas quoi faire. Quelques mois plus tard, lors d'une apparition au Ed Sullivan Show, CBS a reçu 800 lettres de plainte 2 jours. Les téléspectateurs étaient furieux de ses mouvements de hanches et de la façon dont il se léchait les lèvres. Sullivan a dit qu'il ne serait jamais réinvité. Puis, les codes d'écoute sont arrivés. C'était le segment le plus regardé de la saison. Bien sûr, ils ont été réinvités. Lors de leur deuxième tournée aux États-Unis, les salles ont commencé à afficher des panneaux interdisant de danser dans les allées. Lors d'un spectacle à Sacramento, la police a arrêté 3 filles qui se sont déshabillées, essayant d'atteindre Jagger. Un officier a écrit que les mouvements de Jagger ont causé une frénésie lubrique. Les tabloïds britanniques se sont déchaînés. Certains voulaient que le groupe soit interdit de rentrer aux États-Unis. Rien de tout cela ne les a ralentis. Leur tournée britannique de 1965 a vendu 84 000 billets seulement 42 minutes. Un record qui a tenu pendant des décennies. Un an plus tôt, avril 1964, leur premier album est arrivé dans les rayons. Il a coûté un peu plus de 1000 $ à enregistrer. La couverture n'avait pas de nom. Le manager voulait que les gens apprennent à connaître leur visage. Decca s'attendait à ce qu'ils se vendent modestement. Au lieu de cela, il a détrôné les Beatles de la première place, mettant fin à leur règne de 21 semaines. À la mi-mai, l'album s'était vendu à 200 000 exemplaires. La plupart des titres étaient des reprises. Un seul a été écrit par Jagger et Richards, mais cela n'avait pas d'importance. Les critiques ont qualifié le son de brut et d'excitant. Le chant de Jagger était mixé si fort que le label a supplié le producteur de le baisser. Il a refusé. Lorsque l'album est sorti aux États-Unis sous un nom différent, il a quand même atteint la 11e place. Même sans diffusion radio, un magazine les a qualifiés de chose la plus dangereuse dans la musique depuis The Twist. Il était clair qu'ils n'étaient pas ça juste un autre groupe. Ils étaient ça, quelque chose d'entièrement différent. Entre 1968 et 1972, ils sont entrés dans leur période la plus créative. Elle a commencé avec Beggar's Banquet, sorti décembre 1968, et s'est terminée avec Exile on Main Street, mai 1972. Un peu moins de 4 ans et demi, ils ont fait 4 albums qui allaient définir leur héritage. Chacun a été façonné par le producteur Jimmy Miller et enregistré dans des studios sur 3 continents. Cours de route, les membres du groupe ont changé et Jagger est devenu père. Beggar's Banquet a ramené leurs racines blues. Let It Bleed s'est ouvert avec Gimme Shelter et s'est terminé avec une chorale gospel. Sticky Fingers a introduit leur nouveau logo et label, bien que Brown Sugar ait été enregistré 2 ans plus tôt pour remplir un ancien contrat. Exile on Main Street a été enregistré dans un sous-sol français, humide, et mixé dans différentes villes des mois plus tard. Malgré une production bâclée, il a dominé les charts des 2 côtés de l'Atlantique. Des années plus tard, les critiques le placeraient parmi les plus grands albums de tous les temps.
Au cours de ces 4 années, les Stones ont mélangé le blues, la country, le gospel, le R&B et le hard rock, et ils ont fait sorte que cela paraisse facile. 1970, Mick Jagger est entré dans un rôle de film qui a brouillé la réalité. Il a joué un rockstar épuisé dans un film intitulé Performance. Tourné 1968, mais retardé jusqu'à septembre 1970. Le film était plein de sexe, de drogue et d'échanges d'identité. Les censeurs ont exigé des dizaines de coupures. Le magazine Time l'a qualifié de dépravé. Une chanson, Memo from Turner, a été écrite avec Richards, mais enregistrée sans lui. Le film n'a pas récupéré son budget, mais au fil du temps, il est devenu un film culte. 2023, il a été restauré 4K. La présence sauvage de Jagger a été créditée pour avoir remodelé la façon dont les gens voyaient les rockstars à l'écran. La même année, Performance a été tournée. L'argent est devenu un problème. Chaque membre du groupe devait environ 200 000 $ d'impôts. Les lois fiscales britanniques étaient brutales, prélevant jusqu'à 98% de certains revenus. Leurs managers avaient mal géré les comptes, ils étaient donc fauchés. Malgré leur renommée, Jagger a déménagé à Paris. Richards a loué une villa dans le sud de la France. Elle n'avait pas de studio approprié, alors ils ont traîné des câbles à travers les fenêtres et ont esquivé les dealers de drogue locaux. Ils ont enregistré toute la nuit et ont mixé les chansons plus tard, à Los Angeles, parce que leur permis de travail avait expiré. Le chaos a produit Exile on Main Street et l'évasion des impôts britanniques a créé une tendance. David Bowie et Rod Stewart ont suivi leur exemple. Comme Jagger l'a dit un jour, « Vous avez gagné 100 $, ils ont pris 90, alors nous sommes partis. » L'une des chansons les plus puissantes qu'ils aient jamais faites est née d'une tempête. Keith Richards a écrit le riff de Gimme Shelter, regardant le vent retourner les parapluies à Londres. Mais Jagger l'a transformé quelque chose de plus sombre. Les paroles faisaient écho à la violence à la télévision. Vietnam, assassinat, trouble. Sorti décembre 1969, le timing était brutal. Le massacre de My Lai venait d'être révélé. Quelques jours plus tard, un concert s'est terminé par une catastrophe. Au milieu de la chanson, Mary Clayton a enregistré ses chœurs désormais célèbres, enceinte et bigoudie. Elle a chanté à plein poumon la ligne « Viol, meurtre, ce n'est qu'à un coup de feu ». Sa voix s'est brisée. Tout le monde dans le studio s'est arrêté. C'était obsédant, bien que ce ne soit jamais un single. La chanson est devenue une bande sonore pour les documentaires de guerre. Le cinéaste Oliver Stone a même ouvert son film JFK avec elle. 1989, ils n'étaient plus seulement un groupe, ils étaient une marque. Lorsqu'ils se sont réunis pour la tournée Steel Wheels, un promoteur leur a donné 70 millions de dollars d'avance. Les commandites ont ajouté des millions de plus. La tournée a rapporté 90 millions de dollars dès sa première année. Entre 1989 et 2002, ils ont rapporté environ 1,5 milliard de dollars grâce aux concerts, aux produits dérivés et aux licences. Ils ont dépassé les ventes de YouTube, Springsteen et même Michael Jackson. Même lorsqu'ils n'enregistraient pas de nouvelles musiques, ils gagnaient des millions grâce à de vieux albums. Leur tournée de 2005 à 2007 a rapporté plus de 500 millions de dollars. À ce moment-là, leurs spectacles et Tensos étaient gérés comme de grandes équipes sportives avec des réunions de stratégie de marque et des stratégies de prix. Ils ont prouvé qu'un groupe de rock pouvait durer, pas seulement tant qu'artiste, mais tant qu'entreprise mondiale. Mais tous les spectacles n'ont pas été un succès. Le 6 décembre 1969, ils ont prévu un concert gratuit Californie. Il était censé être la réponse de la côte ouest à Woodstock. Tout a mal tourné. L'emplacement a changé à la dernière minute. Ils se sont retrouvés dans un speedway désolé sans clôture, tente médicale ou scène appropriée. Ils s'attendaient à 80 000 personnes. Près de 300 000 se sont présentés. La circulation a bloqué les ambulances. Les volontaires de la Croix-Rouge ont suturé les blessures sous des lampes à kérosène.
Un chanteur a été mis KO avant midi. Les Grateful Dead ont refusé de jouer. Ce qui était censé être un spectacle paisible s'est transformé en cauchemar. La sécurité avait été promise à un gang de motards échange de 500 $ de bière. Ils ont garé leur moto devant la scène et ont commencé à balancer des chaînes et des queues de billard. Plus de 60 agressions ont été signalées quelques heures seulement. À 17h14, un jeune homme dans un costume vert vif a sorti une arme à feu. Un motard l'a poignardé à mort pendant que les Stones jouaient d'Under My Thumb. Les caméras ont tout capturé. Ce n'était pas la seule tragédie. 3 autres sont morts ce jour-là. L'un a été heurté par une voiture. Un autre s'est noyé. Un troisième est mort d'une overdose. 4 personnes sans foi sont mortes, 850 ont été blessés et 3 bébés sont nés sur le terrain du Speedway. Un médecin légiste a dit que cela ressemblait à une zone de guerre. Mick Jagger a reçu un coup de poing au visage à son arrivée, mais quelques heures plus tard, il s'est monté sur scène et a essayé de calmer tout le monde. Certains membres du groupe voulaient arrêter le spectacle. Le bassiste Bill Wyman a dit plus tard qu'il avait honte qu'ils aient continué à jouer. Keith Richards a dit que l'arrêt aurait pu aggraver les choses. Des décennies plus tard, le débat persiste encore. Une chose est sûre, ce jour a changé la façon dont les gens voyaient. Les concerts de rock pour toujours. Janvier 1967, le News of the World a accusé Jagger de prendre de la benzédrine publique, le confondant avec Brian Jones. Jagger a intenté une action diffamation, exigeant 50 000 $. Le tabloïd a riposté alertant la police que Jagger consommerait de la drogue à Redlands. 10 jours plus tard, le raid a eu lieu. L'affaire était faible, mais les dommages étaient faits. Les annonceurs se sont retirés, la BBC a interdit leur musique et la poursuite a été abandonnée. Des années plus tard, le journal s'est effondré lors d'un scandale de piratage téléphonique. Jagger avait dit un jour qu'il s'étoufferait avec ses propres mensonges. Il a fini par s'agenouiller 2003. Le journal n'a pas survécu. Jagger et Marianne Faithfull étaient inséparables depuis 1966. Elle avait 19 ans. Il avait 22. Ils vivaient ensemble dans un appartement recouvert de velours noir. Mais derrière le glamour, les choses se sont effondrées. Après le coup de filet de Redland, son nom a été affiché dans près de 150 titres. 1968, elle est tombée enceinte. 3 mois plus tard, elle a perdu le bébé. Elle a blâmé les drogues et l'alcool qui étaient devenus une partie de sa vie quotidienne. La dépression s'est installée. Jagger a trompé. Elle a riposté couchant avec Keith Richards, un moment qu'il a décrit plus tard comme inoubliable. 1970, elle était sans abri. Il montait des chevaux sauvages. Elle pensait que la chanson avait commencé comme sa lettre de suicide. Ils ont mis fin à leur relation la même semaine que la mort de Brian Jones. La vie privée de Jagger est devenue une obsession publique. Une biographie affirmait qu'il avait couché avec environ 4000 personnes entre 1962 et 2001. C'est un nouveau partenaire tous les 3 jours. La liste comprend Angelina Jolie, Farrah Fawcett et même, prétendument, David Bowie. Keith Richards a dit que Mick avait même séduit un thérapeute censé le guérir. Jagger a plaisanté, disant qu'il préférait n'importe qui, avec un pouls et du rythme. Dans les années 1970, ses comptables ont créé un fonds appelé la branche de Babylone pour gérer les demandes d'un air de paternité. Il a eu au moins 6 procès au cours de cette seule décennie. Jerry Hall a dit un jour qu'il appelait chaque femme chérie pour éviter de se souvenir de leur nom. Lorsqu'on lui a demandé si 4000 était exagéré, Jagger a souri et a dit qu'il ne comptait jamais 2 fois dans une nuit. Il a épousé Bianca mai 1971, seulement 4 mois après l'avoir rencontrée. Elle était déjà enceinte. Le mariage a été un chaos. Le maire était en retard pour le déjeuner. La circulation s'étendait jusqu'à l'aéroport et Mick a perdu la bague. Elle ne portait qu'un blazer blanc. Il portait de la soie verte. Leur fille Jade est née octobre de la même année. Mais Jagger n'a pas ralenti. Il voyait toujours Jerry Hall et payait une pension alimentaire pour son premier enfant.
Né 1970 de la chanteuse Marsha Hunt, il avait nié la paternité jusqu'à ce qu'un test sanguin 1969 le force à l'admettre. Bianca a demandé le divorce 1978. Elle a invoqué l'adultère. Le coût était de 1 million de dollars. Pourtant, elle est allée à son lancement d'album quelques semaines plus tard et a dansé avec Jack Nicholson sous une bannière qui disait « Miss You ». Jerry Hall a rencontré Jagger 1977 et lui a donné un choix. Arrête la drogue ou arrête avec elle. Il a arrêté la drogue, mais l'a remplacée par le sexe. Leur relation a duré plus de 2 décennies. Ils ont eu 4 enfants, mais la tricherie n'a jamais cessé. Keith Richards a un jour deviné que le nombre de Jagger était d'environ 4000. Cela a incité Hall à demander de l'aide. Elle a rendu cela public et l'a qualifié d'addict au sexe. Cela a choqué tout le monde. Ce n'était plus un comportement de rockstar. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de médical. À la fin des années 1980, Hall a poussé Jagger à essayer la thérapie sexuelle. Il y est allé, mais cela n'a pas fonctionné. Il a séduit le thérapeute. Richards a appelé ça la partie de jambe l'air la plus chère de l'histoire du rock. Paul a vu cela comme une confirmation qu'il ne pouvait pas être guéri. Le groupe plaisante encore. Sur certains forums, elle est même répertoriée dans des études de cas sur la dépendance sexuelle. L'histoire embrouillée de Jagger avec Anita Pallenberg a failli briser le groupe. 1968, il tournait seul à se tourner le film Performance. Les choses sont devenues réelles hors écran également. Pallenberg avait été avec Richards. Avant cela, Richards avait couché avec Faithfull alors qu'elle était avec Jagger. Le groupe était pris dans un cycle de vengeance. Pallenberg a admis plus tard qu'elle avait couché avec Jagger une fois. Richards ne s'est jamais remis. Il a refusé de la laisser apparaître dans d'autres films. Il a appelé Jagger Brenda. La querelle a failli ruiner les sessions d'enregistrement de 2 albums. Les membres de l'équipe pensaient que le sexe était une arme au sein du groupe. Jagger a 8 enfants officiels avec 5 femmes, mais ce n'est que le décompte officiel. 1969, Marsha Hunt est tombée enceinte. Jagger lui a envoyé 200 $ et a ensuite disparu. 9 ans plus tard, un tribunal l'a forcé à passer un test de paternité. Il y a encore des rumeurs d'autres enfants des années 1970. 1998, le mannequin brésilien Luciana Gimenez est tombée enceinte. Paul l'a quittée peu de temps après. Hunt a plus tard mis aux enchères ses lettres de Jagger pour 1892 à 250 $. Elle a décrit comment il disparaissait au moment où quelqu'un mentionnait un bébé. Même maintenant, à 80 ans, des rumeurs circulent sur d'autres enfants Amérique du Sud et Europe. Richards avait ses propres façons de se venger. Dans les années 1980, il a donné à Jagger plusieurs surnoms. Brenda, Sa Majesté, Tiny Todger. Ils se détestaient pendant le mixage de Undercover 1933. Les ingénieurs se moquaient de Jagger quand il n'était pas dans la pièce, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il se tenait juste derrière la vitre. Jagger s'est vengé, refusant d'enregistrer des parties de guitare. Richards a dû tout faire lui-même. Les factures de studio se sont accumulées. Cette année-là seulement, ils ont utilisé 400 heures de studio et se sont à peine parlé. Richards a même écrit une chanson avec une ligne qui se moquait du personnage de Jagger sur scène. Lorsque Richards luttait contre l'héroïne à la fin des années 1970, Jagger a pris le contrôle. Il a réécrit les plans de tournée, changé les tonalités des chansons et microgéré chaque détail. Au moment où Richards est devenu sobre, Jagger avait verrouillé le plein pouvoir. Même lorsque les tests de dépistage de drogue sont revenus négatifs, Jagger a gardé le contrôle. Richard a dit qu'il se sentait comme un employé dans son propre groupe. L'album Undercover ne s'est vendu qu'à 1 million d'exemplaires aux États-Unis contre 4 millions pour le disque précédent, mais rien n'a changé. Au milieu des années 1980, le groupe a failli se séparer. Jagger a signé un contrat solo. Il a dit aux journalistes qu'il se fichait que les Stones se dissolvent. Ils n'ont pas fait de tournée.
Ils se sont à peine rencontrés. Interne, les gens appelaient cela la Seconde Guerre mondiale. Richards a répondu dépensant 1,5 million de dollars pour un album solo, juste pour prouver qu'il n'avait pas besoin de Jagger. 1986, les dirigeants les avaient sur les radiés. Un article se demandait si les Stones avaient fini pour de bon. C'était la première fois que quelqu'un prenait cette idée au sérieux. Les albums solo de Jagger n'ont pas aidé sa cause. Son premier a atteint la 13e place aux États-Unis. Son album suivant n'a même pas percé le top 40. Un critique a dit que même Sheila E. l'avait dépassé vente cette année-là. Sa vidéo pour Let's Work a coûté un demi-million de dollars et a à peine fait une brèche dans les charts. Le travail solo de Richards, réalisé avec la moitié du budget, s'est mieux vendu. 2003, les albums solo de Jagger étaient répertoriés parmi les plus décevants de tous les temps, puis vint la trêve. 1988, ils se sont rencontrés dans un hôtel à la Barbade. Charlie Watts a contribué à les réunir. Ils ont accepté un album de plus, une tournée de plus. Cette décision les a sauvés. L'album Steel Wheels est sorti en 1949 et s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. 10 semaines. La tournée a rapporté 175 millions de dollars. Leur chanson Mixed Emotions a atteint la 5e place. Ils étaient de retour et ils étaient plus grands que jamais. Jagger a profité de ce moment pour signer un contrat de 45 millions de dollars. C'était le début d'une nouvelle ère, mais les années ont continué de passer. Mars 2019, Jagger a eu besoin d'une chirurgie cardiaque. Le groupe a tout reporté. Son opération était délicate. Les médecins ont utilisé un cathéter pour remplacer une valve. Le risque était réel. Chaque spectacle annulé valait environ 12 millions de dollars. Mais 10 jours, Jagger était de retour à faire des étirements et à danser. Mais il a posté une vidéo dansant sur The Wombats. Les médecins ont été stupéfaits. Juin, il était de retour sur scène à Chicago, parcourant plus de 12 km pendant le spectacle. Son cas est maintenant étudié dans des revues médicales, puis vint la perte la plus dure. 2021, Charlie Watts est décédé. Les protocoles Co ont empêché le groupe de dire au revoir. Jagger était anéanti. Lors du spectacle suivant, il a eu du mal à parler. Le groupe a continué, mais ce n'était plus pareil. Seuls Jagger et Richards restent de la formation originale. Pourtant, Jagger a transformé le chagrin mouvement. Les derniers enregistrements de Watts apparaissent sur 2 chansons de leur prochain album. 2024, Jagger a lancé une autre tournée. À 80 ans, il sprintait à travers les stades, se produisant pendant près de 2 heures chaque soir. Il s'entraînait comme un athlète. Séances de gym, yoga, course de White Miles. Son taux de graisse corporelle était d'environ 13%. Il élevait également son jeune fils, collectionnait des vinyles et jouait secrètement dans des clubs de blues. Lorsqu'on lui a demandé s'il prenait sa retraite, il a ri et a appelé cela un autre mot pour l'ennui. 2025, tout cela a porté ses fruits. Les Rolling Stones ont remporté un Grammy du meilleur album rock. Jagger avait 81 ans. Cela faisait 29 ans depuis leur dernière victoire. L'album mettait vedette Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga et même feu Charlie Watts. Il a atteint la première place dans 23 pays. La tournée a rapporté 250 millions de dollars. Leurs revenus totaux de concerts ont dépassé les 2 milliards de dollars.